enseignants, des anciens peut-être en sortir lancé, parce qu'on n'avait pas avant, en quelque sorte. On devra pas en fonction. Ah, j'ai compris. J'accepte. Donc, on a dit qu'on a été financé pour 4 classes, mais pour la première année, on a déjà commencé avec 5 classes. Bon, on ne va pas refuser l'amour quand quelqu'un veut faire quelque chose, donc on accepte. Puis avec 3 écoles, il y avait 5 écoles prévues, mais eux ont démarré en phase 0, c'est-à-dire on essaie des choses avant de démarrer de façon intensive. La deuxième année, on était rendu à 10 classes. Et la troisième année, on était rendu à 18 classes. Quand vous dites 18, c'est toujours x2 parce que c'est français, mathématiques, et chaque fois, ils ont toujours doublé. Donc, le groupe qui recevait du français recevait aussi des mathématiques en co-enseignement. Donc, en fait, ça veut dire 36 groupes classes matières en quelque sorte. Donc, à ce niveau-là, ça a été un peu un succès. C'est un peu un succès, c'est un peu embêtant parce qu'au niveau des ressources, on n'a pas reçu plus d'argent. Mais c'est déjà un résultat en soi. Ça montrait en fait une grande adhésion du co-enseignement au sein des établissements. Et c'est toujours les mêmes écoles. Ça veut dire dans une école, une année, j'avais une classe, la deuxième année 2, puis la troisième année 4. J'ai des écoles comme l'école C. Ils ont commencé une classe, ils ont fini à 6 classes. Ça veut dire que toutes leurs classes sont en co-enseignement maintenant, en première, deuxième, secondaire. En sixième, cinquième pour les Français. C'est plus cinquième, quatrième en fait. Bon, on s'intéressait à la pertinence, donc, au niveau de la population. Ce qu'on remarque, en fait, la composition des groupes pour les enseignants, c'est un enjeu très, très important, parce que c'est des groupes qui sont composés. On ne laisse pas faire le hasard dans la composition des groupes, parce qu'on va avoir plus d'élèves en difficulté dans ce groupe-là. Et c'est l'équilibre, en fait, entre élèves en difficulté et élèves sans difficulté. Et les élèves sans difficulté, qui on veut aussi. Est-ce qu'on veut avoir des élèves, c'est pas nécessairement, on va avoir une gamme, une hétérogénéité de performance en quelque sorte, et pas juste avoir des élèves très faibles avec des élèves en difficulté. Donc cette composition du groupe est importante. L'hétérogénéité entre du groupe aussi, c'est-à-dire aussi entre un élève fort et un élève fort, lequel je prends. Ça, ce n'est pas des questions que nous, c'est des questions que les enseignants, les directions ont répondu. Ce n'est pas nous qui nous en mêlions, mais il y avait cette question-là. Donc, il faut un équilibre entre les élèves en difficulté et les élèves sans difficulté au sein de la classe. Donc, il n'en faut pas trop d'élèves en difficulté, mais il en faut assez pour pouvoir justifier le co-enseignement intensif. Surtout si je veux le faire temps plein. Donc, ça, on voit une évolution dans le temps. C'est ça, la recherche a duré 3 ans. C'est que la recette de composition du groupe s'est améliorée au fil des années. Dans 2 cas, dans 2 écoles sur 5, on avait du co-enseignement avec l'enseignant spécialisé. Parce qu'ils ont fermé la classe spéciale en disant on va prendre tout l'argent qu'on dépensait là et on va le mettre en co-enseignement. Puis là, on en a beaucoup, puis on peut faire beaucoup de co-enseignement grâce à ça. Et donc, là, on avait une autre composition, c'est qu'on a des élèves à besoins spécifiques, des élèves en difficulté, des élèves réguliers. On avait 3 ingrédients à notre recette plutôt. Donc, il fallait se doter de critères de sélection pour les enseignants. Et on voit aussi que dans certaines écoles, on a eu des obstacles qui sont liés en fait à la composition des autres groupes. Dans beaucoup d'écoles secondaires, on crée des profils particuliers. On a tous le même programme, tous le même curriculum, mais toi, vu que tu es bon, je vais te mettre en programme international. Donc, tu as le même examen que tout le monde, mais tu vas faire un peu plus d'anglais, un peu plus d'espagnol. Tu ne fais pas dans le programme d'espagnol, mais dans le programme. Lui, il est sportif, on va le mettre en sport-études. Donc, il va faire le même cours que tout le monde, mais il y aura un peu moins de français, un peu moins de maths pour avoir plus d'éducation physique. Et lui, c'est un artiste, on va le mettre en arts, lettres et élitisme. Et là, lui, voilà. Donc, en fait, c'est tout des filières sélectives. Ça veut dire, dans certaines écoles, mon régulier est faible. Parce que tous les bons élèves sont partis vers des filières élitistes. Et donc, ça crée un enjeu dans certaines écoles. Ça fait dur de composer des groupes avec des élèves forts. Il n'y en avait plus en régulier. Et on ne pouvait pas prendre nécessairement des élèves des profils. Si les écoles publiques font des profils comme ça, en fait, des concentrations, c'est pour compétitionner l'école privée chez nous. Parce que les écoles privées, c'est ce qu'elles font. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, j'explique pourquoi elles le font. Donc, on a certains programmes qui posaient problème ici. Si on regarde un petit peu, ben, je ne vais pas tout vous lire, mais vous l'aurez, hein. Mais la première c'est plus au niveau de l'inclusion. 15 élèves en grande difficulté dans un seul groupe, un seul prof n'y arrive pas. Une classe spéciale. Donc, s'il y en a 4-5 étalés dans 3 groupes différents, ça va mieux. Moi, je pense qu'on peut les soutenir beaucoup plus de cette façon-là. Là, au niveau de l'inclusion, vous voyez que disperser les élèves, et ça, c'est un prof qui était en classe spéciale avant et que l'année suivante est en classe de co-enseignement. Donc, lui-même voyait la différence entre ses élèves, puis de concentrer les difficultés plutôt que les étaler, les disperser.
Nous, ce qu'on a beaucoup aimé cette année, c'est la formation des groupes. L'année passée, on trouvait que le groupe n'était pas du tout bien composé. Le groupe idéal de co-enseignement doit avoir des moyens, des forts, des faibles pour être capable de contrebalancer, de se servir des bons pour faire autre chose et tout ça. L'année passée, on n'avait pas tout ça, on avait que des élèves faibles. Parce que certaines directions, parfois, on fait des choix de dire, OK, c'est une classe de co-enseignement, je mettrai que des élèves faibles. Ça ne fonctionnait pas bien. Il faut un groupe hétérogène. C'était bien construit, on nous a consulté. Donc, ici, ils insistent beaucoup sur le fait que, année après année, parce que ça, c'est une école qui a fait 3 ans de projet, la première année, on a été peu consulté, la deuxième plus, la troisième plus encore. C'est-à-dire que là, on a été consulté, puis là, on a pu voir les profils des élèves, mieux les connaître et mieux composer nos groupes de co-enseignement aussi. Donc, il y a un pouvoir qui était donné de plus en plus important aux enseignants parce qu'ils vivaient cette chose-là, puis ils étaient vraiment partie prenante de la recherche aussi. La recette miracle, on ne l'a pas encore trouvée, mais on dirait que, en fait, c'est oui, c'est le nom verbal. Je ne sais pas si on classe les élèves d'une année à l'autre, peut-être qu'ils sont mieux classés, peut-être qu'on fait le classement des sixièmes encore cette année. Moi, je suis toujours là, je suis présent au transfert. Donc, ça, c'est le prof de secondaire qui va voir les écoles satellites en primaire pour aller sélectionner, pas sélectionner, mais pour voir les dossiers des élèves et présélectionner pour la classe de co-enseignement. Plutôt que les mettre en classe spéciale, ils font choisir de la mettre en classe de co-enseignement ou en classe régulière, parce que dans certains cas, il n'y a plus de classe. Oui, c'est un peu négatif. Hein? Certains disent, ben voilà, l'hétérogénéité ici, ça ne va pas bien parce que nos bons élèves, on n'arrive pas bien à s'en occuper dans certains groupes. Hein? S'il y a trop d'élèves en difficulté, s'il parle d'une douzaine d'élèves, on dépasse le 33 en quelque sorte. Donc, il y avait un respect de la recette. Et dans certaines écoles, certaines années, ils ont moins bien respecté l'équilibre. Et à chaque fois, les enseignants se disent non, ça ne va pas parce qu'on a trop d'élèves en grande difficulté et on n'arrive plus à aider les élèves. Donc, la question de la composition du groupe, qui est plus une composante du co-enseignement qui va le justifier, c'est un enjeu qui est important. Au niveau de l'adéquation, oui, peut-être vous dire, mes 37 enseignants, mes 37 adhèrent au co-enseignement après. C'est pas pour rien qu'ils l'ont fait année après année. Donc, ils sont tous vendus au co-enseignement, malheureusement. Hein, parce que c'est dur d'avoir, j'ai des scores alignés, en fait, dans mes trucs, parce que tout le monde est d'accord avec le co-enseignement. Puis les gens l'ont fait chaque année en plus, ça veut dire qu'ils se disent d'accord verbalement, puis ils re-signent vraiment un contrat pour une année suivante. Donc, ce n'est pas juste des mots, hein, c'est aussi des actions. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que tous mes co-enseignants publicitent l'idée d'avoir du co-enseignement de temps plein. 100%. Alors que l'année 1, l'année 2, ce n'était pas nécessairement le cas. Disant, on va commencer tranquillement, on va commencer à 50%. Et à force de le faire, tous les co-enseignants disaient, mais ouais, ça serait mieux si j'avais plus, ça serait mieux si j'avais plus, ça serait mieux si j'avais plus. Et d'année après année, en allant chercher différentes ressources, beaucoup d'écoles sont arrivées à avoir plus, sauf une école qui est toujours restée à 50%. C'est une école où ils ont gardé des profils, hein, les programmes de concentration élitistes. On voit aussi que l'intensité, plus que les co-enseignants co-enseignent ensemble, moins qu'ils planifient. Parce qu'ils planifient tout le temps. En fait, moins qu'ils planifient de façon formelle. Ils sont toujours ensemble, co-enseignent tout le temps. Donc, qu'est-ce que je fais demain? Bien, demain, on fait la suite d'aujourd'hui. C'est assez simple, c'est comme quand je travaille moi-même, en quelque sorte, vu que c'est leur classe. Et on le verra aussi au niveau de l'identité, au niveau du regard des élèves, le fait de co-enseigner temps plein, ça en fait leur groupe à deux, être deux. C'est ce qu'ils vont dire souvent, être deux, leur groupe. Et donc, ça aussi, ça joue au niveau de la vision chez les élèves. Donc, en fait, souvent on dit que co-enseignement, est-ce que c'est une charge de travail en plus? Ça peut l'être, mais si eux, c'est une charge de travail en moins, parce qu'ils disaient, mais correction, ben à deux, surveillance à deux, examen à deux, tout à deux, en quelque sorte. Donc, ça allège en fait. On a eu du co-enseignement temps plein dans un groupe, mais l'année 3, il y a des enseignants qui ont demandé d'avoir leur charge complète de travail en co-enseignement. Ça veut dire, ben moi, j'ai le groupe 103 où je co-enseigne temps plein, mais j'enseigne quand même dans le 102 et le 103 tout seul, dans le 101, 102 tout seul. Ça serait tellement agréable de pouvoir co-enseigner toute ma carrière, tout le temps, 24 heures sur 24. Et certains l'ont demandé, et en abolissant des classes spéciales, en regroupant les ressources, mais ils ont pu l'avoir. Donc, certains ont une charge complète de co-enseignement. C'est leur vie, en fait. Eux, ils co-enseignent toujours, et toujours avec Ginette. Ou avec Monique, c'est toujours le même partenaire. Donc, le gros avantage aussi au niveau des planifications, c'est que je planifie pour le 103, pour le 102, pour le 101, la même activité, alors qu'avant, il y avait des petites variations. Parce que ce que je faisais à deux, je ne sais pas nécessairement le reproduire toujours tout seul. Il y a des choses que je peux reproduire, il y a des choses que je ne peux pas vraiment faire à deux, hein, des groupes de soutien, des choses comme ça. L'évolution dans les représentations des choix du niveau des ressources, les premières années, souvent, ils étaient un peu plus prudents.
Mais à force en fait, d'adhérer au co-enseignement, ils ont voulu à chaque fois d'en avoir un petit peu. Au niveau maintenant de l'identité, ça c'est un enjeu, c'est qu'on co-enseigne avec qui? En primaire, c'est facile, c'est des profs de primaire partout. En secondaire, c'est des profs de français d'abord et avant tout. Et un prof de maths d'abord et avant tout. Et un prof d'histoire d'abord et avant tout. Et parfois, on a certains profs spécialisés. Et donc, dans nous, on a eu des configurations français, maths, des configurations français spécial, maths spécial, des enseignants spécialisés, mais aussi des configurations enseignants de français, prof d'histoire, ou enseignants de maths, prof d'histoire. Donc, on s'est un peu intéressé à cette composition-là. Qu'est-ce qui est un peu mieux? Qu'est-ce qui est un peu mieux? En fait, tout le monde va dire que c'est parfait. Parce qu'ils ne vont pas dire du mal de leur partenaire, jamais. Hein, c'est le principe. Mais quand on analyse les verbatims, on va voir quand même des différences qui vont apparaître. Ce qu'on va voir justement, c'est que quand j'ai une identité différente, je ne vais pas utiliser les configurations de la même manière. Par exemple, si toi, tu es un prof de maths et moi, je suis un prof de français, c'est un cours de maths, moi, je ne vais pas le donner. Je vais te laisser le donner à chaque fois. Parce que toi, tu ne feras pas d'erreur didactique. Toi, tu es un prof de maths. Moi, je ne peux pas. Donc, il y a des configurations comme enseignement partagé. C'est très difficile à faire parce qu'un n'est pas compétent, en fait, pour donner un cours de maths. Il est juste compétent pour soutenir un peu les élèves en quelque sorte. Et c'est plus l'aspect pédagogique qui va être mis de valeur plus que l'aspect didactique. Et on voit même au niveau du développement professionnel, ce n'est pas le cas ici, mais le premier apprentissage de ces profs-là, c'est au niveau didactique. J'ai appris le programme de maths. Maintenant, je t'ai donné un cours de maths. Ça fait 3 ans que j'assiste à tous les cours de maths. Maintenant, je suis à l'aise. Parfois, dire, par exemple, en français, je vous n'avez pas fait la réforme, mais moi, j'ai tendance à dire un sujet. Au Québec, il faut dire un prédicat. Ils ont fait la réforme chiante, là. Donc, tu as quelqu'un derrière qui lève la main, puis ah oui, le sujet. Parce que tu ne peux plus dire ce mot-là, tu dois dire absolument prédicat. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire en maths et en français qui est très. Il faut dire le mot qu'il faut dire, et ça te fait causer parfois ça. Bon, la COVID, comme on dit, il y a quand même certains effets chez les enseignants. L'intensité, moi, je pense que la meilleure façon, c'est le temps plein. Moi, en tout cas, de toutes les années, c'est ce que j'ai le plus apprécié, c'est le temps plein. Parce que la dernière année, elle a vécu en temps plein, donc elle a pu comparer entre 50 70 et 100 Je pense que le 100 est essentiel. Les élèves ne font vraiment pas la différence. Ils ne savent pas si c'est moi l'enseignante ou si c'est Madame Y. Pour eux, c'est tout pareil au même. Soit on le voit que c'est important qu'ils aient leur classe à eux. Un enseignant est très attaché à sa classe, à son groupe. Et quand il n'est pas à 100 c'est comme une mère célibataire ou un père célibataire qui vient une fois de temps en temps, un week-end sur 2. Là. Pas pareil que avec l'enfant. Moi, je préfère 8-8, 100 parce que la personne qui n'est pas là tout le temps, aux yeux de l'élève, elle n'a pas le même rôle. Ça devient beaucoup. Tandis que si on est deux, on est là tout le temps aux yeux de l'élève, on est deux enseignantes sur un même pied d'égalité. L'égalité. C'est une condition aussi du conseillement qu'on n'a pas visité, d'avoir des gens égaux. Mais le 100 ça va vite aussi, cette égalité. C'est sûr que nous, on va privilégier 100 on ne peut pas demander mieux que ça. Bon. Ça aussi, je voyais qu'il y avait des équipes qui étaient toujours ensemble à 100 parce qu'ils sont comparés avec d'autres écoles. J'étais jalouse. Parce que c'est tellement le fun de monter les cours à deux, les activités à deux, ainsi de suite, puis je fais 50 c'est pas bien parce qu'il y a une segmentation du temps d'enseignement. Si mardi, je donne cours, le mercredi, je ne reviens pas en classe et je reviens peut-être juste le vendredi. Et des fois, même ma classe a avancé, ça a avancé sans moi, ils sont rendus ailleurs. C'est moins facile de s'insérer dans les cours, de prendre une place plus importante. Au niveau de l'identité, ben, trois modèles. C'est pas mauvais, 2 profs de français dans la même classe, ça peut être bénéfique parce qu'on a 2 méthodes différentes. On est 2 profs différents qu'on peut faire, donc on maîtrise la matière. Là, c'est là qu'on voit un prof de français de maths, par exemple, avec un prof d'histoire. C'est sûr que c'est aidant parce qu'elle sait exactement le programme. Mais ils disent c'est pas obligatoire. Ça marcherait aussi bien avec quelqu'un qui n'est pas dans ma didactique, mais c'est vrai que si n'est pas dans ma didactique, je ne pourrais jamais être le professionnel des mathématiques. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Ça veut dire que si je joue au foot, je pourrais être juste goal. Je ne pourrais jamais aller marquer des buts à l'attaque parce que je ne suis pas formé pour marquer des buts à l'attaque. Je suis juste pas formé pour être goal, en quelque sorte. Et ça, on le voit, c'est ça la nuance. Parce qu'en fait, ils sont très attachés à leur partenaire. Ça fait 3 ans qu'ils vivent ensemble, temps plein dans certains cas. Donc, ils ne peuvent pas critiquer le partenaire en disant qu'il n'était pas compétent parce que pédagogiquement, souvent, le partenaire est très compétent. C'est tactiquement qu'il y a des problèmes. Mais ils voient que finalement, ça limite leur jeu parce qu'ils ne peuvent pas utiliser l'entièreté des configurations du conseil. Ici, c'est pour ces professeurs d'adaptation scolaire, professeurs spécialisés. Ça, c'est intéressant. Ils disent, Y, lui, emmène une autre façon de voir.
une autre façon de voir la matière, plus centrée sur l'élève souvent. Elle dit, tiens, ça me contamine parce que ces interventions, ces cours, quand je l'observe, je vais avoir tendance à adapter ça dans mes autres groupes où je suis seul aussi. Parce que le professeur spécialisé a une autre façon de travailler la matière, de travailler la pédagogie, et ainsi de suite. Donc, c'est souvent aussi plus collaboratif, plus actif. C'est moins maths traditionnel en quelque sorte. Ça, c'est le hic quand on a deux profs de maths ensemble. Ça peut être maths-maths. Donc, tandis qu'avec un professeur d'adaptation, ça devient tout de suite un peu plus spécial. Donc, il fait un peu plus de crème, un peu plus d'épices dans son enseignement pour le rendre un peu plus agréable parce qu'il vient d'un groupe où les élèves étaient plus motivés. Et donc, lui, il a tendance beaucoup à créer la motivation, par exemple, le sens des apprentissages, qui est parfois oublié par les profs de maths. Il y a des profs de maths, je sais, à chaque fois. Vous connaissez, hein? Je sens bien. J'ai dit prof maths. Les conditions, c'est sûr que le soutien de la direction, pour faire du co-enseignement intensif, temps plein, et le faire évoluer, il faut un soutien de la direction. Il faut un leadership, il faut organiser. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, mes directions, et ça, c'est valable au Québec, en Belgique et en France, en fait, ils ont fait des choix. Avant, ils avaient souvent 4, 5, 6 enveloppes budgétaires différentes. Ah, l'aide aux devoirs, le ci, le ça, discrimination positive, la classe spéciale, l'enseignement ressources, le truc, les primo-arrivants non francophones. Donc, ils ont dit, avant, ils engageaient 7 personnes différentes. Parfois pas des temps pleins, ou parfois combler des petites tâches comme ça à droite, à gauche. Maintenant, il a dit, je vais prendre les 7 enveloppes budgétaires et je vais les concentrer au premier cycle. Donc, ils pouvaient légalement pouvoir le faire. Donc, dans l'idée de rationaliser les ressources pour dire, si je veux changer l'école, il faut que je la change où ça se donne, en quelque sorte, en classe, et ce n'est pas en rajoutant des petites raouettes, des petites rustines à droite, à gauche, on va y arriver, on va concentrer un petit peu les ressources. Le temps de planification, mais c'est un enjeu. Si l'intensité est forte, le temps de planification diminue énormément. Et en fait, il ne diminue pas tellement de façon informelle, parce que ces profs-là se voient tout le temps. Ils se voient 4 fois par semaine minimum, ils mangent ensemble, ils ont les mêmes horaires, les mêmes surveillances, tout pareil. Donc, en fait, ils parlent toujours de leur cours, ils n'en parlent jamais. En quelque sorte, ils sont toujours ensemble. On voit aussi que ça en effet sur le développement professionnel, des co-enseignants, surtout ceux qui sont intensifs, qui travaillent beaucoup ensemble. Ils disent, moi, ça m'a transformé. Je ne suis plus le même enseignant. J'ai tellement appris de Yann, j'ai tellement appris de Monique, j'ai tellement appris de Ginette, parce qu'elle m'a appris telle chose que je ne savais pas avant, et puis maintenant, je peux le reproduire. Volontariat, on n'y touche pas, ça peut vraiment évoluer. La compatibilité, on voit aussi son effet, hein, mais si on est compatible, on va avoir tendance à s'intensifier. Et c'est sûr que si on est intensif, on va aller rapidement dans un mariage. Hein, mes couples sont mariés et la 3e année, j'assistais à un divorce. C'était mon seul divorce. Des fois, j'assistais à des fréquentations, des débuts de fréquentation qui n'ont pas fonctionné. Donc, après une semaine ou deux, dire, ah, ça ne marche pas, on va changer de partenaire. Mais là, c'est un vieux couple de 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la divorcée, ça a été parti, là, elle me dit, ça fait 3 super années, je ne m'entends plus maintenant avec Y, mais le co-enseignement, c'est vraiment une bonne idée. Ça, c'est intéressant, c'est qu'elle ne remet pas en question la question du co-enseignement. Elle dit, c'est mon partenaire, mais avec un autre partenaire, je pourrais faire autre chose. Et on voit 2 conditions qui apparaissent, l'idée d'intensité du co-enseignement, l'idée d'identité du co-enseignement, qui n'est pas vraiment travaillée dans la littérature anglo-saxonne, parce que l'identité, très souvent, c'est des profs de primaire qui ont la même identité ou des profs spécialisés. Mais l'identité didactique n'est jamais travaillée de cette manière-là. Et l'idée d'intensité non plus. Parce qu'en fait, quand on lit les articles scientifiques avec des groupes contrôle, des groupes expérimentaux, c'est toujours du co-enseignement intense. Mais ce n'est pas explicite. Ça va de soi en quelque sorte. Hein? Donc, on voit que le co-enseignement intense aussi a des effets un petit peu partout et c'est une condition aussi qui est intéressante. Donc, ça permet de faire une distinction entre composantes et conditions. Hein? Les composantes, c'est des trucs essentiels pour que mon véhicule s'appelle un véhicule. Les conditions, c'est les conditions dans lesquelles il va rouler mon véhicule, en quelque sorte. La météo, qui est le chauffeur du véhicule. La route, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Est-ce qu'il y a de la circulation ou pas? Donc, les composantes, c'est vraiment les éléments essentiels à avoir en une voiture, si je prends un exemple. Et les conditions, ça va être dans quelles conditions elle va pouvoir circuler. Je mets une Ferrari à lui, il va la péter après 5 minutes. En quelque sorte, c'est un très mauvais conducteur. Ou je prends une Ferrari pour aller chercher du bois dans les Ardennes, c'est peut-être pas la meilleure idée, il vaut mieux prendre un pick-up. Hein, donc, le véhicule doit être adapté aussi aux fonctions.
Il y a des conditions préalables, comme on a vu, le volontariat. Il y a des conditions processus, comme on a vu, la compatibilité. Il y a aussi des conditions résultantes, comme on a vu, le mariage aussi. Donc, il faut pouvoir distinguer des conditions qui sont des conditions vraiment préalables, qui sont l'essence même de la condition, à d'autres choses qui sont des conditions parce que mon couple évolue. Ce qui est bon pour un jeune couple qui s'est rencontré hier soir en discothèque n'est pas nécessairement bon pour un couple marié depuis 5 ans. Hein, aller voir sa femme une fois tous les 2 semaines en allant au cinéma, en se tenant par la main, en se quittant avec un petit bisou sur la joue, ça ne fonctionne pas avec un couple marié. Mais c'est tout à fait normal avec un jeune couple. Donc, il faut pouvoir aussi comprendre les conditions dans une évolution dans le temps, parce que nos binômes de co-enseignants évoluent au niveau de la relation professionnelle des personnes. Une question d'équilibre entre les ressources et la population. Quelle quantité de population, quelle quantité de ressources, quelle qualité de population, quelle qualité de ressources aussi. Hein? Puis c'est aussi l'idée de créer une classe spéciale non spécialisée. C'est une classe spéciale parce qu'une partie des élèves ont besoin spécifiques, parce qu'il y a un co-enseignement, mais ce n'est pas une classe ségrégée, ce n'est pas une classe spécialisée comme ça. Parler de nouvelles conditions, composition du groupe, ne pas laisser faire le hasard. Beaucoup d'écoles, beaucoup de profs, beaucoup de directions, en fait, disent ben, c'est random, on laisse faire, puis c'est comme ça. Non, il faut pouvoir s'en mêler, parce que quand on fait des classes spéciales, on s'en mêle. Donc, ça va avoir un peu la même idée. On va faire une classe spéciale non spécialisée, mais je vais devoir aller chercher les élèves qui vont correspondre à cette classe-là pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir justifier le dispositif. On voit que l'identité, l'intensité et la composition, ça a un effet sur les configurations. On ne co-enseigne pas de la même manière si je suis peu intensif et pas avec la même identité, par exemple, ou avec un groupe extrêmement difficile. Hein? Donc, c'est les 3 éléments qui vont vraiment varier sur le style de jeu des enseignants, sur l'exploitation d'un maximum de gamme, hein, de façon d'enseigner, alors que si le groupe, par exemple, est très divisé en deux, ou que le prof ne vient pas tellement souvent, ou que mon collègue n'a pas la même identité tactique que moi, je ne pourrais pas l'utiliser. Il n'y aura pas le même rôle que je vais pouvoir faire avec un autre type de professionnel. Puis, c'est aussi un effet sur la charge de travail, c'est-à-dire hein, le co-enseignement, finalement, ça allège la charge de travail des enseignants. Pas tout à fait, parce qu'ils disent, en fait, je passe autant de temps qu'avant à planifier. Et je planifie mieux, parce que je planifie moitié moins. Donc, je planifie 2 fois plus. Et au final, ça revient un petit peu au même, en quelque sorte. Donc, ça leur permet, en fait, de mieux différencier, parce que souvent, on fait des injonctions de différenciation. Dans ces classes-là, c'est des classes qui doivent être différenciées. Mais souvent, un enseignant tout seul a beaucoup de mal à différencier, même s'il a un groupe très hétérogène. En co-enseignement, mais s'ils ne différencient pas, à quoi ça sert de co-enseigner? Donc, ils sont un peu obligés, sinon il y en a qui se tournent les pouces, qu'il faut bien, en quelque sorte. Donc, hein, ils ont tendance à se bouger, en fait, par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'on fait les questions maintenant? Ou tantôt? On va sur les questions. Oui, vas-y. Oui. Je n'avais pas parlé directement, mais en fait, on a fait, surtout pour la phase 3, parce qu'en phase 3, il n'y avait plus d'accompagnement. On ne faisait que de l'évaluation des dispositifs. Donc, il y a eu des pré-tests et des post-tests en français, lecture, écriture, et en mathématiques. Le problème qu'on a, en fait, je pense que c'est aussi très québécois, c'est que nous, on a des comités éthiques aussi, hein, mais nous, ils sont vraiment très chiants. Et quand tu donnes à un adolescent de 14 ans un papier en lui disant que tu peux refuser de faire l'évaluation, et donc, déjà en septembre, j'en ai une grande partie qui ne signe pas le papier, donc je ne peux pas leur faire passer. Et en juin, l'autre partie a bien compris. Donc, en fait, quand j'évaluais mes tests, des fois, j'avais des épreuves qui étaient normées pareil, mais j'avais des élèves qui étaient dans des groupes contrôle, hein, moins bons en juin qu'en septembre, parce qu'ils bâclaient leur évaluation. Et donc, ça, c'est un gros problème qu'on a eu, c'est que je suis obligé de dire ouvertement aux élèves que cette évaluation-là ne compte pas dans le bulletin. Et vous êtes libre ou pas de la faire ou non. Ben, des adolescents. Donc, mais
Non, je partais avec une bonne intention de départ, mais je n'avais pas compté sur l'éthique parce que l'éthique m'obligeait à dire des choses et à donner certains documents, sinon je n'était pas validé la recherche. Et vu qu'il y avait quand même une grande participation, donc les résultats au niveau des performances ne sont pas, pour le pré-test, post-test, sont pas tout. Toutefois, on avait certaines classes spéciales anciennes qui existaient. Donc, on a pu comparer des élèves des cohortes précédentes qui ont fait, par exemple, première secondaire, deuxième secondaire en classe spéciale, et les autres cohortes qui ont fait première secondaire en classe spéciale et deuxième secondaire en classe de co-enseignement. Et on a vu ce qu'ils sont devenus après. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on voit que la cohorte qui a vécu le co-enseignement, ou les cohortes qui ont vécu le co-enseignement, beaucoup moins en retard, pas de décrochage, beaucoup moins d'enseignement professionnel, alors que là, c'est du simple au double, par exemple. Là, les élèves à l'heure dans leur programme, ceux qui ont vécu le co-enseignement, en fait, on a très peu d'élèves en retard ou hors programme, ça fait partie en professionnel, alors que ceux qui ont vécu les classes spéciales, c'est environ 20-25% des élèves qui sont toujours en général après 3 ans. Alors qu'en classe de co-enseignement, on est autour de 80-85% des élèves qui sont toujours en général, et le pourcentage qui manque sont souvent parce qu'ils ont doublé une année. On a très peu d'élèves en professionnel qui ont décroché ou qui sont en classe spéciale après. Donc, ça, on a pu le valider de façon, et l'avantage, c'est que les enquêtes longitudinales comme ça sont très fiables. Hein, parce que ce n'est pas des résultats des tests, c'est vraiment leur parcours scolaire en tant que tel. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir voir qu'au moins c'est efficace du point de vue du parcours. On ne peut pas le dire au niveau pré-test, post-test, mais au niveau du parcours, ceux qui ont connu la classe de co-enseignement ont beaucoup plus de chances de diplômer que ça d'enseignement général. Oui. Mais mon divorce, c'était un homme-femme. Euh, euh, en fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'enseignement, donc je n'avais pas énormément d'hommes. En fait, la plupart des couples que j'ai eus genrés, c'était avec des enseignants non qualifiés. Et donc, les hommes étaient toujours dominés par les femmes à ce moment-là, parce que c'est pas parce qu'ils étaient des hommes et femmes, hein, c'est parce que d'un qui était expérimenté et compétent, et c'était sa classe, et l'autre, voilà. Donc, on n'a pas vraiment analysé ça en tant que tel, parce que l'échantillonnage ne le permettait pas. Monsieur? Savoir quel effet vous voyez les classes que vous avez. Et est-ce que chez vous avez pensé le dédoublement? Que tu veux dire, oui. Ben, oui, on a essayé à certains endroits le dédoublement. Le ratio des classes, ça va de 24 à 29. Donc, c'est des classes relativement normales quand même, je trouve. Oui. Par exemple, dans un des groupes, la classe spéciale du divorce, par exemple, eux, ils ont pris une classe ordinaire de 20 élèves. Ils avaient une classe spéciale de 20 élèves. Ils ont pris 20 élèves, ils ont mis avec 20. Ils ont 10 élèves, ils ont mis avec 20. 10 autres élèves, ils ont mis avec 20. Ça fait 2 classes de 29-30. Et ça justifie le co-enseignement. Le ratio, en fait, les enquêtes sur le ratio, diviser le groupe en deux, en fait, il faut vraiment baisser en bas de 12 pour avoir un effet. Et quand on regarde l'effet, au niveau du processus, il n'y a pas de différenciation supplémentaire. Ça veut dire, je donne un cours avec moins d'élèves, j'ai moins de corrections, moins de planification, moins de ci, moins de ça. Mais au final, le cours est aussi chiant qu'avant, entre guillemets, parce qu'il n'est pas différencié, tandis qu'à deux, on le voit en France avec les CP dédoublés, il y a un 10% de CP qui n'avaient pas de locaux pour dédoubler, donc ils sont mis ensemble. Et la différence, quand on questionnait les profs dans les deux cas, les profs en CP co-enseignement disaient, par rapport à l'année passée, c'est tout à fait différent parce que là, je suis à deux. Alors que celle qui était doublée disait, c'est comme l'année passée, mais c'est beaucoup plus facile parce que j'en ai que 12. Donc, on voit que c'est un double effet, en fait, le co-enseignement, c'est un effet ratio, parce qu'on joue sur le ratio. 2 pour 24 ou 1 pour 12, c'est la même fraction. Mais ce n'est pas équivalent tout à fait, parce que 2 pour 24, c'est beaucoup plus différencié. Et le co-enseignement adore l'hétérogénéité. Parce qu'ils aiment ça avoir des forts parce qu'on les utilise. Donc, avoir juste un groupe faible, ça ne fonctionne pas bien non plus, le co-enseignement. En classe spéciale, ça n'a pas la même efficacité. C'est vraiment dans un groupe hétérogène avec des moyens d'effort parce que souvent, les forts deviennent notre troisième joueur, notre troisième enseignant parce qu'ils sont beaucoup utilisés. Ce sont des classes où on collabore plus en atelier, plus en îlot, plus d'entraide, plus de bruit parce qu'on peut plus gérer les risques d'avoir du bruit. Hein, c'est des professeurs qui prennent souvent un peu plus de risques pédagogiques pour la discipline parce que la remise en ordre, c'est rapide. Ah, j'ai fait un autre article sur le co-enseignement de la gestion de classe, mais mes enseignants me disent je n'ai pas de gestion de classe. C'est pas vrai, ils en ont tout le temps de la gestion de classe, mais pour eux, ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas de discipline. Mais
ils sont deux. Voilà. Dernière question? Parce que sinon, je vais faire mettre à la Alors, porte. on va faire. Si je comprends bien, Oui, mais il y a tout en fait, parce que là, je vous ai juste présenté l'efficacité ou en tout cas, la qualité perçue. On a regardé la qualité réelle, la qualité prescrite et la qualité perçue. Donc, par exemple, on a été faire des observations en classe, mais par exemple, pour la composition des groupes, mais on regarde vraiment les fiches, les plans d'intervention, les bulletins. On voit comment les groupes ont été composés et voir si ça correspond avec la perception des enseignants. OK, donc vous avez un moyen de contrôler si ce qui raconte, par exemple, parce que le geste de planification sur un groupe hétérogène, c'est très différent du geste de planification sur un groupe homogène. Donc, nous avons les mêmes termes, mais ce qui parle vraiment de la même chose, c'est pas sûr. Donc, ça, si vous pouvez contrôler, on peut déclaratif. Ouais, puis aussi, donc voilà, parce qu'il y avait eu des tests post-test, des tests post-test, observation en classe de façon massive, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, minimum, et entretien, focus group, entretien avec la direction, et entretien d'explicitation aussi souvent, surtout pour mes jeunes couples, pas en année 3, parce qu'en année 3, on les laissait aller tout seuls, donc observation test, mais mes jeunes couples, souvent au début, en fait, on les était accompagnés, donc on assistait aux séances de planification, et parfois on co-planifiait avec eux pour le lendemain. Parce que certains avaient du mal à différencier, à utiliser pleinement leur partenaire. Donc, souvent, nos 2 premières années, c'était de mettre ça en action. Ça veut dire, donc, on est pu rentrer aussi parfois en coulisses, aller voir ce qu'ils faisaient en dehors du temps scolaire, en dehors de la classe. On voit comment ils échangeaient des choses aussi. Et donc, il y a aussi, on a fait un article aussi sur le dialogue cogénératif, donc comment ils vont discuter. Merci beaucoup, M. Tremblay. Comment les enseignants entre eux, tu vois, dialogue, échange, interagissent pour justement créer leur enseignement. Il y a différents types de quoi dire. Vous avez été partagé comme. Partage. Tout à l'heure, c'est partagé. Ça partage que le deuxième écran. Pour l'instant, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, ça m'intéresse. Non, pour l'instant, il n'y a pas de partage. Accès sur
Là, au niveau du partage, c'est bon. Oui, là, c'est bon, on a sur toute la hauteur. Même sur les strates, c'est bon. C'est partagé là ou pas? À distance, c'est partagé? Non, c'est comme ça. C'est ce qu'on a. Là, je partage. Oui, là, le partage marche. Et là, sur le dernier, il ne marche pas. Sur Zoom, il ne marche pas. Sur Zoom, est-ce que le partage? Oui, le partage marche sur Zoom, mais il bouge pas. Ça, c'est ça qui ne marche pas. Si, ça marche. Ça, là, Ça, c'est le premier ça, c'est le arrêté de. Ça, c'est le. La cogestion. On fait PowerPoint, je partage l'écran. PowerPoint. Oui. Là, on a l'écran du PowerPoint, mais pas en mode présentation. il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de marche? Là, marche. Okay. Bon, là, on a le mode présentateur. Pas normal, mais c'est pas dramatique. Vous avez des notes ou pas? Je pense que c'est Comment? on y va. Là, c'est grand pour nous. Est-ce que ça marche comme ça?
Ah là, ok. Là, oui. Ok, alors c'est bon. Bonjour, on va commencer, monsieur. Madame, monsieur, on va reprendre. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Depry et je suis doctorante. Je réalise une thèse avec Catherine Magnolot, qui est ma promotrice et qui est aussi professeure à l'Université catholique de Louvain en Belgique. La thèse consiste à essayer de comprendre comment les étudiants développent leurs compétences à planifier. On travaille avec des futurs instituteurs primaires qui sont des futurs enseignants pour les enfants de 6 à 12 ans. Alors, dans le cadre des résultats qui ont émergé, ben voilà, on se demande finalement, est-ce que évaluer les compétences d'un stagiaire, c'est uniquement se centrer sur sa gestion des apprentissages? Parce que c'est bien souvent les interactions en classe que l'on évalue et que l'on accompagne et qu'on amène à analyser. Alors, cette question, je vais plutôt la développer au moment de la conclusion et de la discussion. Mais donc, pour l'instant, je vais vous présenter le contexte et la problématique de ma thèse. Je vous parlerai ensuite du cadre théorique, un cadre un peu ciblé qui va me servir ici à vous présenter les résultats. Puis je vous présenterai la méthodologie qui est assez originale, elle est innovante parce qu'elle se base sur un recueil de données à partir de photos. Et puis je vous présenterai les résultats. Alors, le contexte est celui de la planification. Planifier, c'est une tâche complexe qui est assimilée à de la résolution de problèmes. Et on voit dans la littérature qu'elle est peu étudiée. Or, c'est quelque chose, une tâche pivot qui semble vraiment intéressante parce que c'est grâce à la planification que les enseignants sont capables d'apprendre à enseigner et grâce à l'enseignement qu'ils sont capables d'apprendre à planifier. Ensuite, on se rend compte que planifier, c'est vraiment une tâche du métier. Quand on pense à un enseignant, bien souvent on le voit dans sa classe, mais planifier, c'est déjà une activité, une tâche de l'enseignant qui peut s'organiser à 3 moments. Alors, il y a la planification préactive, c'est au moment où le futur enseignant va anticiper ses plans. Il y a la planification interactive dans la classe, quand il est amené à ajuster ses plans en fonction de ce qui se passe, des interactions avec ses élèves. Et puis, il y a la planification post-active lorsque, par la suite, après l'action, il va réguler ses plans. Moi, je vais m'intéresser principalement à la planification préactive. Quand je parle de planification, c'est vraiment ce moment avant l'action où le stagiaire anticipe ses plans. Alors, on se rend compte dans la littérature que c'est vraiment un moment où le stagiaire est en difficulté et bien un choc de la réalité parce qu'il se rend compte que tout ce qu'il a appris dans l'institut de formation, il va devoir l'ajuster au contexte. Il ne peut pas l'utiliser tel quel dans sa pratique. Alors, il est pour cela outillé, mais il est en demande d'aide. Et donc, cette aide, il va pouvoir aller la chercher auprès de ses formateurs. Alors, d'une part, il y a les formateurs de l'institut de formation qui, eux, sont experts de leur discipline. Ils sont profs de maths, ils sont profs de sciences, pédagogues, mais ils ne sont pas experts de l'accompagnement. Et de l'autre part, il y a le maître de stage, donc l'enseignant associé, qui, lui, est l'expert dans sa classe, mais n'a pas non plus, en tout cas en Belgique, été formé pour accompagner. Donc, on s'est demandé finalement que fait le stagiaire au moment de planifier. Et donc, on s'est dans un premier temps intéressé à la planification, à la définition qu'on aurait pu établir sur ce qu'est planifier. Donc, on voit que c'est une activité du métier de l'enseignant qui se réalise dans un contexte situé, en un monde de l'interaction et qui consiste d'une part à programmer de la matière sur une période plus ou moins longue, donc sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur la journée, mais aussi à préparer le pilotage didactique des séquences d'apprentissage. Alors, c'est un processus réflexif de traitement d'information. C'est un processus aussi au cours duquel le stagiaire est amené à prendre beaucoup de décisions et à essayer de modéliser cette activité de planification. Je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, mais je vais vous l'illustrer à partir d'un exemple. Donc, le stagiaire va être amené à parcourir plusieurs fois ce modèle. Donc, dans un premier temps, par exemple, il y a une étudiante qui devait réaliser un savoir-écouter sur la ferme. Et là, sa première intention, c'était de trouver un album de jeunesse. Alors, soit qu'elle rencontre un obstacle ou non, mais là, elle n'a pas rencontré d'obstacle, elle va directement puiser dans ses ressources, qui sont des ressources personnelles de la haute
ce schéma, là, on a réalisé une recherche longitudinale, qualitative, interprétative. Alors, tout ce qui est là-bas dans le cadrage, je ne vais pas le développer ici, mais si vous voulez, on en reparle par la suite. Alors, on avait 20 étudiants futurs instituteurs primaires en première année de formation. Donc, en Belgique, c'est un bachelier en 3 ans. En deuxième, ces 20 étudiants étaient 13, parce que par les aléas de leur parcours, ils étaient 13 arrivés en deuxième, et puis 12 en troisième. Alors, pour récolter l'information, les données, on sait que la planification, c'est un moment qui s'organise dans un espace-temps qui est différent pour toutes les personnes, et donc on s'est demandé comment on allait pouvoir aller chercher cette information. C'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif qu'on a appelé le dispositif API, qui vient de la technique PhotoVoice, qui consiste à demander aux stagiaires de photographier tout ce qu'il fait à partir du moment où il reçoit le sujet de leçon jusqu'au moment où il décide que sa leçon est terminée. Alors, ces photos, il va les déposer sur un compte Instagram qui était spécifiquement réalisé pour l'occasion. Il va pouvoir y associer des légendes, des émoticônes, des stories, etc. Puis on demande aussi aux stagiaires de nous donner la préparation écrite de la leçon. Ça, c'est le premier temps. Et dans un second temps, on rencontre chacun des stagiaires, on redécoupe les photos et on lui demande de raconter son histoire planificatrice. Et alors, le photo est ici un médium qui permet de rappeler l'activité, d'être au plus proche du moment de la prise de décision, pour ne pas qu'il soit dans un discours, donc quelque chose qu'il raconte, mais plutôt replonger dans le passé au moment où il a fait ses choix. Donc, on a la ligne du temps, l'entretien enregistré, les verbatims retranscrits, ce qui fait qu'au final, on a un corpus mosaïque, donc un recueil multimodal des traces de l'activité que l'on va analyser. Là, on a réalisé 5 analyses. La première était une analyse complètement inductive, donc on a oublié les cas théoriques, on allait laisser émerger tout ce qui était saillant de leur discours. Et puis les 4 autres analyses, ce sont des analyses où on a ouvert chacune des boîtes du modèle théorique pour voir ce qui s'y passait. Et donc là, on a pu mettre en évidence 4 profils planificateurs. Alors, ces profils ont été catégorisés en fonction de ce qu'on a appelé un impulseur. L'impulseur, c'est une dynamique interne qui va mobiliser le stagiaire à chaque fois avec la Personne ne partira sans. Voilà, je continue. Et donc, oui. Et donc, le profil, en fait, c'est l'impulseur, c'est ce qui va, de manière inconsciente, mobiliser le stagiaire chaque fois qu'il prend des décisions. C'est quelque chose qui le guide et qui va déterminer ses choix. Donc, par exemple, il y a un groupe d'étudiants qui est principalement mobilisé par ses représentations initiales. D'autres étudiants, chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est pour être sûr d'être dans le cadre du prescrit. Pour d'autres, c'est l'activité d'enseignant et pour d'autres, c'est l'apprentissage des élèves. Alors, le premier profil, c'est le profil que l'on a appelé exécutant. Les étudiants qui sont mobilisés par leur représentation initiale, donc, sont des étudiants qui ne se posent pas tellement de questions au final. Ils fonctionnent avec ce qu'ils connaissaient déjà avant la formation. Donc, ils vont aller chercher des ressources dans leurs souvenirs, dans tout ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits, dans le cours qu'ils avaient eux-mêmes vécu, reçu lorsqu'ils étaient à l'école primaire. Et puis, on constate qu'ils ne font pas tellement intervenir les formateurs, les maîtres de stage et les formateurs. Tout juste, il va chercher le maître de stage au moment où il reçoit le sujet de leçon, et puis après, il y retourne pour voir si sa leçon, si ça correspond à ce qu'il voulait. Donc, quand le maître de stage lui dit non, c'est pas ça, tu changes, il dit non, j'ai changé. Sans se poser davantage de questions. Alors, du coup, pour lui, la planification, c'est une contrainte. C'est quelque chose qui devient un automatisme au final. Et il dit d'ailleurs, après avoir fait 2 leçons, finalement, j'ai compris, c'est devenu un automatisme, mais les 2 premières, c'était vraiment un calvaire. Alors, le deuxième profil, c'est des étudiants qui sont mobilisés par le prescrit, soit le prescrit du maître de stage, soit le prescrit de l'institut de formation, ou les 2 en même temps. Et donc, on sent vraiment là qu'il y a une asymétrie. On leur donne des consignes, et ils appliquent ce qu'on leur demande de faire. Ils font tout le temps en fonction de ce qu'on leur demande de faire, ce que demande le maître de stage, par exemple, mais jamais par rapport à eux.
recherche de comment faire pour planifier. Et donc, ils sont tout à fait apaisés lorsqu'ils reçoivent un modèle. Et s'ils ne le reçoivent pas, ils vont le chercher dans une banque d'informations. Donc, là où ils peuvent trouver un maximum d'informations, comme sur Internet, sur Amazon, parce qu'ils trouvent que là, il y a plus de livres que dans une bibliothèque. C'est vraiment là où ils sont sûrs de trouver des ressources qui pourront leur être utiles. Et donc là, à nouveau, le Canva et la planification est un acte administratif. Donc, on me donne une fiche à compléter, et donc voilà, j'écris. Alors, le profil 3, ce sont les expérimentateurs. On les a appelés ainsi parce que ce sont des personnes des stagiaires qui ont envie de tester, d'expérimenter, qui ont envie de faire leur propre leçon à eux. Et donc, l'activité d'enseignement va les guider tout au long. Leur démarche est personnalisée, leur créer leur propre leçon, que ce soit leur propre idée, et tout créer au final. Le Canva qu'on leur donne, mais eux aussi, ça devient un instrument qu'ils se réapproprient, donc ils l'ajustent à leur manière de travailler. Et puis, l'album de ressources, on l'a appelé album personnalisé parce qu'ils commencent à aller dans des ressources où ils vont plus facilement, des ressources, des livres qui ont leurs préférences, ou bien alors dans toutes les ressources qu'ils ont en eux, qu'ils ont déjà créées, comme leurs feuilles d'exercices qu'ils avaient déjà réalisées précédemment, par exemple. Et là, la relation qu'ils ont avec les enseignants, les maîtres de stage et formateurs, c'est une relation qui est plus une relation de travail. Ils vont plus volontiers, ils vont chercher de l'aide quand ils ont. Bien alors, ils mixent les informations qui sont données par un maître de stage et ils les réajustent pour que ça devienne leur manière de faire. Et le dernier profil, on l'a appelé l'émancipé. Ça ne veut pas dire que ce sont des étudiants qui font tout et n'importe quoi. Ça veut dire que dans le cadre qu'on leur donne, ils arrivent à se libérer, à créer. Ils revêtent leur identité professionnelle, on va dire, et donc ils gèrent. Alors, ils sont mobilisés par l'apprentissage des élèves. Tout au long de leur planification, ils essaient de rendre leur planification fonctionnelle. Ils vont faire en sorte que tout se déroule de manière fluide pour que ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment toujours l'apprentissage des élèves qui est là derrière. Ils vont essayer leur démarche est dynamique, anticipatrice. Ils vont effacer, prendre un exercice d'un côté, le mettre de l'autre, faire en sorte que tout s'agence bien. Et au final, le Canva, ça sera juste la trace qui va récolter toute l'information, toute la planification qu'ils auront bien agencée par la précédente. Alors, les autres outils, ce sont des outils fonctionnels, là aussi, c'est des outils qui ont du sens, et même la formation a du sens, parce qu'on leur dit, en sciences, surtout tu fais des expériences, ils disent, c'est ancré dans ma tête, et donc quand on me dit de voir le haricot, je vais faire des expériences. Et alors, la nature de la relation, on l'a appelée relation de soutien, parce que là aussi, finalement, les formateurs ne sont plus présents, parce qu'ils gèrent tout seuls, mais il y a toujours ce sentiment de présence du formateur qui est là, et qui fait qu'il va pouvoir quand même aller les appeler au besoin, pour résoudre un problème, que par exemple ici c'est un problème d'horaire. Voilà, donc ces profils, en fait, on les avait déjà présentés à la classe parce que c'était les résultats déjà de la première année d'études, et on s'est rendu compte, après avoir analysé les résultats de la deuxième et de la troisième année d'études, qu'ils étaient constants, ils étaient toujours là. Donc c'est quelque chose qu'on a pu valider, qui a été stabilisé. Alors, la mobilité des étudiants maintenant durant les 3 années. D'abord qu'en première année de formation, les 20 étudiants sont répartis dans les 4 profils, donc ils ne rentrent pas tous par le profil 1, par exemple, il y en a déjà qui sont dans le profil 4. La majorité est dans le profil 2, donc animé par le prescrit. En deuxième année de formation, ils sont principalement dans le profil 3, et en troisième année de formation, toujours aussi dans le profil 3. Voilà, donc rapidement, donc en discussion et conclusion, par rapport à la question initiale qui était finalement, est-ce qu'évaluer les compétences d'un stagiaire, c'est juste évaluer les interactions. C'est ce qu'on fait principalement actuellement, parce qu'on voit dans les écoles chez nous qu'il y a souvent, au moment des interactions, le maître de stage qui va devoir faire un rapport, le professeur visiteur qui fait aussi un rapport. On fait aussi des entretiens à chaud, c'est-à-dire que juste après la leçon, le formateur, le maître de stage et l'étudiant se réunissent pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Il y a des auto-évaluations après le stage, des entretiens d'évaluation, le rapport réflexif du stagiaire. Et donc, tout ça, ça accompagne l'étudiant et ça lui donne des indices pour pouvoir être évalué formativement et continuer à s'améliorer. Alors, on se dit que finalement, ce moment préactif, il est un petit peu absent de
alors on pourrait peut-être utiliser ces informations que l'on a déjà là pour mieux accompagner les étudiants pendant l'action et puis après l'action. Puisqu'on voit qu'il y a toute une singularité de démarche derrière, le sens des choix, la visée des plans, la compréhension de la réalité qui est différente, la manière de transférer les progressions sont différentes également. Et donc, les perspectives de recherche actuellement, c'est comme on voit que la majorité des étudiants passent du profil 2, on va dire, au profil 3, on se demande si finalement, il n'y aurait pas un continuum développemental déjà en formation initiale, et s'il serait accroché au continuum existant que l'on connaît déjà, c'est Bloch, Fuller, Weller, etc. Donc, ça, c'est l'objectif de cette analyse. Questions. On va aussi il y a aussi des questions. Moi, j'ai une question sur dans cette recherche, je me sens sur la planification. Il y a une formation qui est proposée sur l'ensemble du temps de planification. Et alors, je me demandais quels étaient les ostensibles hormis la grille. Est-ce qu'il y a des traces exposées dans la planification? Voilà, c'est vraiment, on a distingué ça. La grille, c'est vraiment le canevas à compléter. Et ça, dans les différents IA, c'est là où on a noté canevas. Ce n'est qu'une partie, ce n'est que, à la limite, la trace finale. Nous, on a essayé de comprendre quel était tout le processus, la démarche de chaque étudiant. Et donc là, on n'a pas de traces, parce que c'est vraiment ce qu'ils nous ont raconté, c'est leur démarche. Et c'est là où c'est devenu vraiment très riche, parce qu'on s'est rendu compte que chacun comprenait la formation, le sens de la formation, le transfert différemment. De ostensibles un peu méta, comme ça, qui sont opérables sur l'ensemble du campus. Disons, des traces, vous voulez dire, c'est ça, des traces de... Ce qui caractériserait l'activité de traces qui caractériserait l'activité. Ici, on a juste, pour l'instant, on a juste la manière dont ils nous l'ont décrite avec la ligne du temps. C'est ça un petit peu qui nous permet de voir quel est le lien commun. Je ne sais pas si je réponds à la question. L'année, donc, ça avait 20 étudiants. L'année 2, on avait 13. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce qu'il y en a autant en moins? Ce sont des étudiants qui ont, pour la plupart, changé d'orientation, qui n'ont plus suivi les cours. On sait que bien souvent, il y a quasiment la moitié des étudiants en première année, ils sont 50, en deuxième, ils sont quasiment 25, et c'est un petit peu, ça se sont réorientés. Et c'est, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme? C'est un cursus en 3 ans, un bachelier. Là, il y a un cursus en 3 ans. L'objectif, c'est d'être enseignant. Instituteur primaire. D'accord. Et ça commence à peu près à Vers 18 ans. D'accord. Je pensais que c'était plus après que du coup le projet était. Non, oui, c'est ça. D'accord. Merci. Alors pour l'instant, on n'a pas fait cette démarche encore parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait une influence de la formation ou un changement dans la formation qui vienne influencer. Mais c'est prévu pour la suite. On aimerait bien travailler avec un groupe de formateurs d'autres écoles différentes sur les résultats
question? Bon, merci beaucoup. Ah, mais ça, ok. Est-ce qu'on va demander à... On va demander si... Quoi? Ils sont à distance pour voir si ça arrive à voir les partages des gens. Ceux qui sont à distance? Oui, D'accord. écrit un message. Normalement, il ne devrait pas. Est-ce que les personnes qui sont à distance doivent me dire si elles retient le partage d'écran? À l'oral, on ne vous entendra pas, donc il faudrait continuer. Discussion, tu fais. Ah oui, donc oui, vous pouvez voir. C'est bon? On répond. Ok, bonjour à toutes et à tous. Bon, bah, la navette pour 17h30, on va essayer de faire vite. On passe. Oui. J'espère bien, j'espère bien. Donc je me présente, Hippolyte Gros, je suis maître de conférence à l'université CY Cergy Paris. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, il a été fait en collaboration avec Emmanuel Sander et Jean-Pierre Thibault, qui à l'époque de la collecte de ces données en fait étaient mes directeurs de thèse. Voilà. Donc en fait le travail que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur l'évaluation des différentes formes de représentation qu'on peut construire des situations mathématiques. Voilà, c'est un peu une... excusez-moi, je suis bien capture, pour empêcher de voir l'écran. Voilà. Disons qu'on a fait une série d'études qui cherchaient à sonder la nature des représentations construites par des individus, par des enfants, par des adultes, etc., de certaines situations mathématiques. Et donc, je voudrais voir avec vous aujourd'hui, vous présenter un peu notre approche, les différents outils méthodologiques qu'on a mis en place pour pouvoir essayer de mesurer, d'évaluer ces représentations telles qu'elles étaient construites. Alors, avant de rentrer dans ces considérations méthodologiques, je vais vous parler un petit peu de l'hypothèse qu'on avait essayé de mettre en place. L'idée, c'est qu'on s'est intéressé donc à la pensée mathématique. Et on s'est intéressé à la pensée mathématique parce qu'en fait, il y a un élément qui revient très régulièrement lorsqu'on pense aux mathématiques, c'est que les mathématiques, c'est le domaine de l'abstraction. Si vous voulez, si on considère cette opération, 6 pommes moins 2 pommes égale 4 pommes, à partir du moment où on est capable de comprendre que 6 pommes moins 2 pommes, ça fait 4 pommes, on part du principe qu'on va avoir accès à cette information-là mathématique, d'accord, 6 moins 2 égale 4, et donc on va être capable de la réutiliser dans d'autres contextes. Par exemple, de faire 6 heures moins 2 heures égale 4 heures. Et donc, on a cette idée que les éléments de surface propres au problème, on va pouvoir les ignorer, on va pouvoir se concentrer sur la pensée mathématique en elle-même. Mais nous, on avait donc cette intuition que ça n'allait pas forcément être le cas, et on avait envie de mesurer ces éléments. Ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on s'est intéressé à, d'une part, la surface des situations mathématiques, notamment des problèmes arithmétiques. Donc, la surface, ça va être tous les éléments contextuels qu'on va présenter lorsqu'on va présenter un problème. Et de l'autre côté, on va avoir la structure mathématique qui, elle, va donc faire référence aux concepts mathématiques qui vont être concernés dans une situation particulière. Et l'hypothèse qu'on a voulu évaluer, c'est est-ce que c'est la même chose finalement de compter des pommes et de compter des heures? Et on avait fait la supposition que ça n'allait pas être le cas. Alors pourquoi
parce que selon nous, disons qu'en mathématiques, il y a différents aspects du nombre qui peuvent être mis en avant en fonction des situations. Notamment, certaines situations, on pense, vont davantage insister sur la cardinalité du nombre, alors que d'autres vont insister sur l'ordinalité du nombre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Lorsqu'on parle de la cardinalité du nombre, lorsqu'on parle de la cardinalité d'un nombre, en fait, on fait référence à ce qu'on appelle en théorie des ensembles, en fait, le nombre d'éléments qui vont être présents dans un ensemble en question. D'accord? Donc, si on compte, par exemple, les différents éléments à l'intérieur d'un ensemble, peu importe l'ordre dans lequel on va compter ces éléments. On commence par celui à gauche, on commence par celui à droite, on va toujours, par exemple, ici, arriver au nombre 6. D'accord? Donc, je peux compter ces éléments dans différents sens. Ça ne va pas avoir d'impact particulier. En revanche, si on s'intéresse à l'ordinalité, eh ben, l'ordinalité, elle met justement l'ordre des éléments en avant, particulièrement. L'ordinalité, ça va être, est-ce que cet élément est le premier, est-ce que c'est le deuxième, est-ce que c'est le troisième, etc. Donc, lorsqu'on va se focaliser sur l'ordinalité du nombre, on se focalise sur la séquentialité, sur le fait qu'avant un nombre en vient un autre, et après un nombre en vient un autre également. Et donc, ces deux dimensions du nombre, elles existent en mathématiques. Nous, ce qu'on voulait essayer de démontrer, c'est que, en fait, certains éléments de la surface des situations allaient mettre en avant plutôt la cardinalité ou plutôt l'ordinalité des situations, et donc allaient biaiser les représentations qui allaient être construites de ces situations numériques en particulier. Je vous donne un exemple. Donc, on avait l'idée qu'il allait y avoir des situations qui allaient être plutôt cardinales et des situations qui allaient être plutôt ordinales. Par exemple, si on considère 3 dictionnaires. Vous avez 3 dictionnaires, un dictionnaire d'allemand, un dictionnaire d'espagnol, un dictionnaire de russe. Chacun de ces dictionnaires va avoir un poids spécifique. Okay? Ces dictionnaires, vous pouvez les empiler, ils ne vont pas avoir un ordre spécifique. Vous pouvez les empiler dans n'importe quel sens, ça ne va pas changer. Vous pouvez les aligner sur une étagère. Le fait que vous mettiez d'abord le dictionnaire d'allemand ou d'abord le dictionnaire espagnol, ça ne va pas changer le poids total que doit pouvoir porter l'étagère. Ça va toujours être le même poids. Et donc, on a l'idée que lorsqu'on va réfléchir sur le poids d'éléments discrets, comme cette situation avec des dictionnaires, on va avoir tendance à se représenter les situations sous la forme de représentation cardinale. En fait, sous la forme d'ensemble indiqué avec des sous-parties. D'accord? Cette espèce de patatoïde, là, c'est l'idée qu'on va avoir différentes parties qui vont constituer des tout. On va pouvoir avoir tendance à se représenter les choses de cette manière-là. Par contre, si vous réfléchissez, par exemple, aux âges de la vie, et que vous voulez savoir est-ce que l'adolescence arrive avant l'âge adulte ou après, à quel âge est-ce qu'on va vivre telle et telle chose, en fait, dès lors qu'on réfléchit à des durées, on va avoir tendance à se les représenter sous la forme de lignes temporelles, de timeline. Et lorsqu'on réfléchit sur la forme de ligne temporelle comme ça, on ne va pas avoir tendance à discrétiser les quantités et à les considérer sous la forme de parties et de tout. On va avoir tendance à se les représenter sous la forme d'axes, avec des graduations sur lesquelles on va pouvoir faire des comparaisons directement, etc. Et donc, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que lorsque un problème va mentionner un dictionnaire, et le poids de dictionnaire, ça ne va pas être la même chose que lorsque le problème va mentionner des durées. Et donc, on a voulu mesurer ça. On a voulu étudier cette question, et on a voulu montrer qu'il existait d'un côté des représentations cardinales, et de l'autre côté des représentations ordinales, qui allaient avoir un impact sur la manière dont les gens vont réfléchir, sur la manière dont les gens vont tenter de résoudre des problèmes, notamment. Et donc, ça allait avoir un impact concret sur nos aptitudes en mathématiques de manière générale et en éducation plus particulièrement. Pour étudier ça, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut évaluer ces représentations mathématiques? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une série d'études. On a fait une vingtaine d'études avec des méthodologies à chaque fois différentes, mais qui cherchaient toutes à mettre en avant globalement la même chose. Cette importance de la cardinalité et de l'ordinalité dans les représentations mathématiques, avec l'idée qu'on allait apporter des indices convergents, donc qualitatifs, quantitatifs, comportementaux, physiologiques, pour montrer qu'il existait comme ça cette différence de représentation. Alors, ces études, on les a construites toutes autour de certains problèmes arithmétiques, des problèmes qui sont soit donc des problèmes cardinaux, soit des problèmes ordinaux. Alors, je vais vous présenter les problèmes en question, les principes de conception qui nous ont amenés à créer ces problèmes. L'idée, c'est qu'on a créé des problèmes qui partageaient tous la même structure mathématique, qui là est résumée à l'écran, on n'a pas besoin de vraiment rentrer dedans, mais l'idée, c'est qu'on va avoir différentes parties, différents tout, et que les choses vont se mettre les unes avec les autres. Je vous
présente un exemple d'un problème cardinal. Alors, je sais que c'est la fin de la journée, qu'on est fatigué. Je vous demanderai d'essayer de vous concentrer, d'essayer de réfléchir au problème et de voir si vous arrivez à le résoudre. Et d'essayer d'être conscient des opérations que vous allez faire pour pouvoir le résoudre. Okay. Alors, je vous présente le problème ligne par ligne. Et puis, en bas, apparaît au fur et à mesure la représentation qu'on va supposer que les personnes vont construire du problème. Alors, Maël prend un dictionnaire de russe qui pèse 5 kg. Il prend également un dictionnaire d'espagnol. En tout, il porte donc 14 kg de livres. Lola prend le dictionnaire d'espagnol de Maël et un dictionnaire d'allemand. Le dictionnaire d'allemand pèse 2 kg de moins que celui de russe. En tout, combien de kilogrammes de livres Lola porte-t-elle? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu le temps de boire un verre d'eau. Bon, on ne va pas avoir le temps de passer beaucoup de temps dessus parce que, encore une fois, le bus pour le cocktail. Mais globalement, quand on réfléchit sur ce type de problème, ce à quoi on s'attend, c'est que la plupart des gens, pour trouver la réponse, quelqu'un l'a dit, hein, effectivement, et pour trouver cette réponse, vont faire une stratégie en 3 étapes, qui va consister globalement à calculer le poids du dictionnaire d'allemand, le poids du dictionnaire d'espagnol, merci, et donc d'ajouter les 2 poids, et ça va nous donner le nombre de kilogrammes de livres que Lola porte. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie en 3 étapes. Globalement, ça consiste à faire ça, donc le tout 1 moins la partie 1 égale la partie 2, la partie 1 moins la différence égale la partie 3, la partie 2 plus la partie 3 égale le tout 2. On ne va pas vraiment rentrer dans le détail, mais si on regarde les valeurs numériques, ça donne ça, donc 14 moins 5 égale 9, 5 moins 2 égale 3, 9 plus 3 égale 12. Okay? Ça, c'est la stratégie, je pense, que la plupart des gens vont utiliser sur ce type de problème. Gardez ça en tête et je vous présente un autre type de problème. Cette fois-ci, c'est un problème de nature qui visait à être un problème ordinal, d'accord, et qui en fait a exactement la même structure mathématique que l'autre problème. Pareil, je vous le dis phrase par phrase. Tom a suivi les cours de piano pendant 5 ans. Il avait commencé les cours lorsqu'il était enfant. Tom a arrêté de suivre les cours à l'âge de 14 ans. Lucie a commencé à suivre les cours de piano au même âge que Tom. Et elle a suivi les cours pendant 2 ans de moins que Tom. Quel âge avait Lucie lorsqu'elle a arrêté de suivre les cours de piano? C'est pas 7. Normalement, sur ce type de problème, vous devriez, la majorité des gens sont capables de voir une autre stratégie qui est plus rapide que la stratégie qu'on a mise en place tout à l'heure parce qu'elle nécessite de faire un seul calcul. En l'occurrence, on se rend compte que Tom et Lucie, ils ont commencé les cours au même âge. Que Lucie a suivi les cours pendant 2 ans de moins que Tom, et que Tom s'est arrêté à l'âge de 14 ans. Donc, on a la réponse, 14 moins 2 égale 12. Effectivement. Et donc, on a cet algorithme qui apparaît, qui est donc une stratégie en une seule étape, une seule opération. 14 moins 2 égale 12. Il se trouve que cette stratégie-là, elle était possible dans l'autre problème. Simplement, on n'allait pas la voir parce qu'on n'avait pas une représentation comme ça ordinale sur laquelle il est facile de faire des comparaisons. Cette idée qui commence au même âge et que donc on n'a pas besoin de calculer à quel âge ils ont commencé, c'est une idée, une inférence qu'on est capable de faire parce qu'on réfléchit sur un problème ordinal, mais pas sur un problème cardinal où on avait envie de savoir combien il faisait ce dictionnaire d'espagnol. On n'est pas parti du principe que puisqu'ils portaient tous les deux un dictionnaire d'espagnol, il n'était pas nécessaire de connaître le poids de ce dictionnaire d'espagnol. Donc ça, c'est le type de problème qu'on a créé pour cette étude et pour la série d'études qu'on a menée, avec l'idée donc qu'on allait pouvoir utiliser différentes variations de ces problèmes-là pour mesurer si effectivement, comme on en fait la supposition, les individus vont construire la présentation différente en fonction de si les problèmes mentionnent des poids de dictionnaire ou des durées de cours de piano. Alors, pour résumer, on avait donc une structure mathématique, une structure profonde. Cette structure mathématique, on va l'implémenter avec des variables qui vont susciter un encodage cardinal. En l'occurrence, donc tout ce qui était cardinal, pour nous, ça va être les problèmes de prix. On va coûter différents items au supermarché, ça, peu importe l'ordre dans lequel on va les coûter, d'accord. Ce qui compte, c'est qu'on les ait tous comptés. Donc ça va susciter une représentation cardinale. Les problèmes de prix, les problèmes de poids, comme avec les dictionnaires, ou les problèmes de collection d'éléments. On va compter un nombre de pommes, un nombre d'oranges, ce genre de choses qu'on va ajouter. On part du principe que lorsqu'on utilise ce type de variable, alors la présentation qui va être construite, ça va être cette représentation ensembliste. Alors
que si on repart sur notre structure mathématique profonde, mais que cette fois-ci on l'implémente avec des variables de nature ordinale, qui vont mettre en avant l'ordre des différentes valeurs. Par exemple, des problèmes de durée, comme on a vu, mais aussi des problèmes de hauteur. On va avoir deux schtroumpfs qui montent sur une table, il y en a un qui fait 2 cm de plus que l'autre, par exemple. Ou encore des problèmes d'ascenseur, avec un nombre d'étages qui est parcouru par un ascenseur, un nombre d'étages qui est parcouru par un autre ascenseur. Tout ça, ça va être des situations qui vont mettre en avant l'ordinalité des nombres. Et donc, on part du principe que lorsqu'on utilise ces variables-là, alors on va construire une représentation ordinale qui va permettre d'utiliser la stratégie de résolution à une seule étape. Ça, c'est ce depuis quoi on est parti pour faire les différentes études qu'on a faites. Et donc, je ne vais pas vous présenter toutes les études, bien sûr, je vais juste illustrer un peu le genre de travail qu'on a pu faire sur la base de ces problèmes-là. On s'est demandé comment est-ce que ces problèmes permettaient d'évaluer la nature des représentations qui étaient construites. Et l'étude qu'on a faite, qui était à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. C'est l'avantage de ces problèmes, c'est qu'ils sont relativement simples. Donc, des enfants en CM2, donc 7e primaire, étaient capables de les résoudre, même s'ils faisaient quelques erreurs, et puis les adultes aussi. Donc, on a demandé à 59 enfants en CM2, à 52 adultes, de faire la même tâche. Exactement, même consigne, même problème. On leur a présenté à chacun 6 problèmes donc, cardinaux, donc de problèmes de poids, de problèmes de prix, de problèmes de connexion. On va faire la version là, sans vouloir. Ok. Le cocktail ou le savoir. Si c'est pour le cocktail, c'est pour la bonne cause. Donc, on leur a présenté des problèmes cardinaux, des problèmes ordinaux, et on leur a demandé de faire 2 tâches. On leur a dit déjà, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous essayez de résoudre les problèmes en utilisant le moins d'opérations possible. Donc, l'idée, c'est que s'ils arrivaient à trouver la solution en étape, il fallait qu'ils la mettent en place. Et donc, d'écrire absolument toutes les opérations qu'ils allaient effectuer. Et puis, on leur a demandé une deuxième tâche, c'est de faire un schéma qui représentait la situation, un dessin. En leur disant, fais ce dessin pour aider quelqu'un à résoudre le problème. Si quelqu'un devait voir ton dessin, comment est-ce que ça pourrait l'aider à trouver la solution du problème? L'idée, c'est de faire un dessin qui puisse permettre de comprendre la structure du problème. Et on avait l'idée que ces schémas, en fait, ils allaient correspondre à ces différentes représentations dont on avait fait l'hypothèse qu'elles allaient exister. Donc, ce qu'on a fait pour évaluer ces productions des élèves et puis des adultes, c'est qu'on a demandé à 2 personnes qui ne connaissaient pas du tout nos hypothèses d'évaluer les schémas, les dessins qui avaient été produits. Et donc, on a cherché à voir, est-ce que vous allez identifier dans les schémas qui ont été faits des caractéristiques plutôt cardinales ou des caractéristiques plutôt ordinales. Donc, ce qu'on avait mis dans notre grille de codage des caractéristiques cardinales, c'était par exemple, est-ce qu'il y a des groupes d'éléments qui sont présentés, des collections d'éléments? Est-ce qu'il y a des ensembles qui sont représentés, donc des patatoïdes avec différents éléments à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des ensembles imbriqués? Est-ce qu'il y a des assignations? Une valeur pour un élément spécifique, des choses discrètes comme ça. Et donc, à chaque fois qu'on avait l'un de ces critères qui apparaissait, ça augmentait notre score de cardinalité sur les problèmes. Et puis, en parallèle, on a calculé un score d'ordinalité pour voir si les schémas étaient plutôt ordinaux. Donc, cette fois-ci, on a demandé est-ce qu'il y a des axes dans les dessins? Est-ce qu'il y a des graduations qui sont représentées? Est-ce qu'il y a des axes comparés? Ou est-ce qu'il y a des intervalles? Et donc, lorsqu'on a regardé ces différentes caractéristiques, ça nous a donné un score d'ordinalité. On avait un score de cardinalité, un score d'ordinalité. On avait 2 personnes qui ont fait le codage. Au début, elles étaient d'accord à 91,87%. Et puis après, elles se sont mises d'accord sur l'ensemble et donc on est arrivé à 100% d'accord après discussion entre elles. Voilà, donc on ne s'est pas mêlé tout ça. Alors, je vous présente les résultats rapidement du coup. Chez les enfants, pour les problèmes qui étaient cardinaux, on voit qu'on avait un score de cardinalité, donc c'est le score de cardinalité en jaune, qui était bien supérieur au score d'ordinalité. Ce qui veut dire qu'effectivement, les dessins qui étaient faits, c'était des dessins plutôt avec des patatoïdes et pas vraiment avec des axes. A l'inverse, sur les problèmes ordinaux, il y a des dessins avec plutôt des axes et pas trop de patatoïdes. Chez l'adulte, c'est exactement la même chose, dans des proportions différentes bien sûr, mais non. Les dessins cardinaux, c'était essentiellement un score de cardinalité élevé par rapport au score d'ordinalité, et les problèmes ordinaux, c'était donc plutôt des dessins avec des axes, des choses comme ça, et pas vraiment des représentations ensemblistes cardinales. Donc ça, c'était une première manière d'interroger un peu la nature de ces représentations. Ensuite, on s'est posé la question, quelles ont été les stratégies qui ont été mises en place? Est-ce que ça a eu un impact sur la manière dont ils vont résoudre les problèmes? Et donc, on a regardé chez l'enfant. Et chez l'enfant, on voit que, donc là, ce qui apparaît, c'est l'utilisation de la stratégie en une étape. Donc, combien de pourcents des cas, ils ont été capables de trouver la solution en une étape? Et on voit que
sur les problèmes ordinaux, ils vont trouver dans 39% des cas, contre seulement 8% des cas pour les problèmes cardinaux. A l'inverse, si on regarde la stratégie en 3 étapes par contre, cette fois-ci, elle était majoritaire sur les problèmes cardinaux, 35%, contre seulement 12% sur les problèmes ordinaux. Le reste des cas, c'était soit des erreurs, soit des absences de réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde chez l'adulte, c'est la même chose. C'est-à-dire que chez l'adulte aussi, les problèmes ordinaux vont être mieux réussis en une étape que les problèmes cardinaux. Et les problèmes cardinaux vont davantage être résolus en utilisant la solution en 3 étapes par rapport à la solution en une étape. Donc même si les adultes avaient un temps illimité pour résoudre la question, même si c'était des problèmes de niveau à peu près CM2, 7e primaire, malgré tout, on avait cette présentation différente qui était construite et qui avait cet impact sur les stratégies qui étaient représentées. Là, c'est juste une étude que je voulais vous présenter. En fait, on a fait toute une série d'études. Globalement, pour résumer, l'usage d'une tâche de dessin ici a permis d'évaluer certaines caractéristiques des représentations qui étaient construites. L'évaluation des stratégies de résolution a apporté des indices convergents par rapport à ce qu'on avait trouvé. Et puis, d'autres indices permettent également d'interroger la nature des représentations des problèmes. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on a fait une série d'études où on a demandé du dessin, du calcul, on a fait de l'évaluation des erreurs produites. L'évaluation, on donnait des solutions aux participants et ils juger si la solution était correcte ou pas. On regardait s'ils étaient capables de voir que la solution en étape marchait sur les problèmes. On a fait des comparaisons d'énoncés. On leur présente 2 énoncés, on leur demande est-ce que les 2 énoncés peuvent se résoudre de la même manière. On voit s'ils sont capables de voir si c'est le cas. On a fait des tâches en oculométrie, donc avec de l'eye tracking, pour voir le parcours dans la lecture des problèmes. On a vu que ce n'était pas la même chose entre les problèmes cardinaux et ordinaux. On a fait des études de dilatation pupillaire qui montrent qu'il y a une augmentation de l'effort cognitif lorsqu'on essaie de résoudre un problème cardinal en une étape, parce que ça demande de faire un recodage de cette représentation qui a été construite. On a fait des études avec des experts mathématiciens pour voir qu'en fait, ils avaient les mêmes problèmes que les adultes, dans d'autres proportions bien sûr, mais qu'ils étaient quand même impactés par ces effets-là. On a fait des études, on a demandé aux participants de rappeler les énoncés du journal, qui se rappelaient de choses différentes pour les problèmes cardinaux que pour les problèmes ordinaux, parce qu'ils avaient inféré les informations qui n'étaient pas présentes initialement. Et on a fait des études de reconnaissance d'énoncés. Rapidement. Et juste pour vous dire que donc, on a essayé de récupérer comme ça les indices qui provenaient de différentes sources pour cette même hypothèse qui est évaluer la nature des représentations qui vont être construites par les participants. Très rapidement, slide de conclusion. En dépit du caractère abstrait des mathématiques, les connaissances générales du monde, les connaissances qu'on va avoir sur le poids, les prix, les entités de surface, en fait, elles vont avoir un impact sur la représentation mathématique qu'on va construire. La compréhension d'une notion, finalement, elle peut dépendre du contexte dans lequel elle est évaluée. Donc, c'est important de pouvoir prendre ça en compte dans une perspective éducative. Le recours à certains indices, donc comportementaux, physiologiques, etc., permet d'étudier certaines différences représentationnelles. Et puis, le dépassement des difficultés, alors ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais il va passer par une identification des biais qui interfèrent avec l'élaboration des représentations optimales. Pour toutes ces raisons, on considère que dans la conception des dispositifs éducatifs, il est important de prendre en compte ces effets d'interférence et d'inférence qui vont être fondés sur une connaissance générale non mathématique, qui vont venir biaiser notre manière de représenter les situations. Je vous remercie pour votre attention. Je passe vite à quelques questions, au moins des questions s'il y en a. Vous pouvez ranger en même temps. Je ne veux pas vous faire rater le cocktail. Allez. Allez. Alors, je ne suis pas sûr de bien savoir exactement ce qu'on met derrière la représentation barre, mais si je comprends bien, c'est souvent des parties tout. C'est des réflexions comme ça. Partie tout, ça va vraiment être l'idée qu'on est dans de la cardinalité. On va chercher les différentes parties qui constituent un ensemble et on va pouvoir faire des réflexions là-dessus. Et ça peut être tout à fait pertinent dans plein de contextes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, généralement, dans les manuels scolaires à la manière dont ils sont faits aujourd'hui, on va avoir tendance à toujours utiliser les exemples qui permettent de bien comprendre les choses. Et c'est-à-dire que quand on doit faire des stratégies en 3 étapes, on va faire la cardinalité, et quand on doit faire des stratégies en étapes, on va présenter des situations ordinales.
Mais la difficulté, c'est lorsqu'on doit croiser, lorsqu'on doit faire une stratégie en étapes sur une représentation ordinale. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui est souvent pris en compte actuellement dans les scolaires. Mais pour la question de départ, moi, je dirais que c'est de la cardinalité. Après, voilà, je ne peux pas en dire plus que ça. La principale différence entre l'ordinal et le cardinal, c'est le statut de 0. Et à partir de là, fatalement, ça va influencer la représentation qu'on va avoir. Est-ce que vous avez représenter le 0 dans le cardinal, ça va quand fatalement, ça va influencer la représentation. Globalement, on n'a fait que des problèmes où on n'utilisait jamais le 0. On n'a fait que des problèmes où on n'utilisait jamais le 0. Ça, c'est la réponse courte, mais on peut en discuter plus. Ouais, mais forcément, si je peux pas, si j'ai un 0, je vais forcément avoir dans l'ordinalité quelque chose de tel. Et que je peux avoir un point d'agence. Mais dans les deux cas, on a un 0. Tu peux avoir 0 kg sur ton étagère ou tu peux avoir un âge 0. Mais justement, il n'aura absolument pas de sens. Il aura un sens d'origine. Ah oui, mais il a un sens d'origine parce que tu es dans une représentation ordinale. Moi, je mettrais les choses dans le sens. Justement, c'est là en fait qu'on voit qu'il y a une interférence entre la représentation. Merci beaucoup.